Stéphane Pedrazzi. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Luc Ferry qui continue ses petites affaires. Non, on parle tennis avec Hervé qui a été classé 15 et moi j'admire ça. Ça a été quand même un grand joueur. C'est amusant de parler de tennis avec un journaliste intelligent. Luc Ferry, 2000 détenus palestiniens libérés aujourd'hui pour 20 otages israéliens rendus à leur famille, sans parler des dépouilles, des otages décédés. Que vous inspire ce moment en particulier ? On entend partout que c'est un moment historique plutôt. Et en même temps, il y a déjà eu des échanges. Et en même temps, les termes de cet échange donnent le vertige. 2000 détenus palestiniens, parmi eux beaucoup de terroristes, beaucoup de combattants du Hamas. Et face à cela, 20 otages israéliens. Ça dit des choses sur le prix de la vie humaine, sur ce qui se passe là-bas. Oui, sur la différence de prix entre les deux communautés, si je puis dire. Mais j'ai regardé évidemment de près le plan de Trump, ce fameux plan en 20 points. Il est quand même génial. C'est quand même un plan formidable et c'est vraiment un plan très intelligent parce que c'est le contraire exactement de ce que proposait Macron. C'est-à-dire que ça se terminera, si ça marche, si ça va jusqu'au bout, par la reconnaissance d'un État palestinien. Mais Trump avait mis 3 conditions avant et il a raison. 1, la libération des otages. 2, le désarmement du Hamas. Et 3, le renforcement des accords d'Abraham. Vous savez, le renforcement des accords d'Abraham, c'est le seul moyen d'arriver à la paix. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à la paix. Parce que ce sont ces pays arabes qui vont signer les accords d'Abraham qui pourront assurer la sécurité dans la bande de Gaza. Et puis évidemment le retrait de l'armée israélienne. Et donc peut-être on en parlera tout à l'heure. Je sais qu'on en parlait avant. Tout de suite. On parlera du stoïcisme et des sagesses. Ah oui, d'accord. Ok, on parlera philo. Je voulais dire, c'est quand même très intéressant parce que c'est vraiment la sagesse du non. Il y a un côté gaullien dans cet épisode chez Trump. Après, on peut critiquer ce qu'on veut chez lui, mais il faut arrêter de dire que c'est une crapule et un crétin. C'est plus compliqué que ça. Là, il a vraiment raison parce que c'est la sagesse du non. Il a dit non au Hamas, il a dit non à Netanyahou. Et les deux noms sont absolument justifiés. Il n'a pas dit oui, comme a dit Macron, oui à l'État palestinien. Non, il a dit non. Non à Netanyahou, tu retires ton armée, tu arrêtes d'organiser la famine à Gaza, de faire des trucs abominables à Gaza. Bon, tu te retires et tu acceptes la paix. Et vous, le Hamas, on va vous désarmer et vous lâchez les otages. Et ça, c'est vraiment la sagesse du non. Encore une fois, il y a quelque chose de gaullien quand De Gaulle dit non en 40. Voilà, il aurait pu être comme Mitterrand, être ministre de Pétain. Voilà. C'est ça la paix par la force, selon Trump. C'est ça la paix par la force, voilà. Et là, il a la force, c'est ça, c'est quand même, voilà, c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de dire que ce type n'est qu'une crapule et un crétin, c'est pas vrai. Il y a une vraie cohérence dans son action. Et là, moi, j'ai des amis qui sont du côté, si je puis dire, palestinien, d'autres qui sont du côté israélien, et les deux trouvent que ce plan est magnifique. Les deux trouvent que le plan est magnifique. Et pourtant, le Hamas comme Netanyahou ne seront pas conviés au Caire aujourd'hui. En tout cas, ils ne seront pas nécessairement sur la photo. C'est pas fini, c'est pour ça, c'est le tout début. C'est pas sûr que ça fonctionne jusqu'à la fin du plan. C'est un plan en 20 points qui est quand même très compliqué, il faut le regarder de près. Mais les 3 points que j'ai évoqués, c'est désarmement, rendre les otages, et puis surtout renforcer les accords d'Abraham pour que la sécurité puisse être imposée dans ce territoire effroyable. C'est vraiment très très intelligent, c'est très juste tout simplement. Voilà. Et donc moi je suis obligé de dire bravo. D'ailleurs, regardez la réaction des Israéliens, ils encensent littéralement Trump. Ne nous emballons pas quand même, il faut attendre la suite. Il y a un effet de contraste entre la puissance du pouvoir américain, la puissance américaine, et Trump, pour accompagner et provoquer ce processus de paix, bénéficie de cette puissance américaine dans la région, et puis l'impuissance politique qu'on constate chez nous, avec ce gouvernement accouché dans la douleur. Que vous inspire ce pouvoir ? On parle du pouvoir qui n'a pour l'instant pas de budget, donc très peu de pouvoir. Et Antoine Fouché, à l'instant, c'était l'invité de la matinale. Antoine Fouché, il disait
le rôle de Lecornu et de Jean-Pierre Farandou va consister à faire une navette entre les partis qui peuvent censurer le gouvernement, c'est-à-dire le Parti socialiste, et puis les Républicains, si jamais on abrogeait la réforme des retraites. Oui. Ça fait pas lourd comme pouvoir. Non, moi je suis à fond pour la censure de ce gouvernement, pour une raison très simple, c'est qu'il faut retourner au peuple. Je veux dire, il faut renverser la table, ça suffit. La seule chose que puisse faire Lecornu, c'est d'acheter la stabilité, mais à un prix qui est... La stabilité, c'est bien, évidemment, les entreprises en ont besoin, je le comprends parfaitement, mais la stabilité achetée à ce prix-là, la stabilité achetée au prix de 13 milliards d'impôts supplémentaires, achetée au prix du retrait, de la réforme des retraites, qui est pas bonne, mais qui avait quand même des mérites, elle avait les mérites de stabiliser un peu la dépense, donc si on la retire, ce sera 13 milliards par an de déficit supplémentaire. Vous savez, les chiffres, il faut quand même les connaître, hein. Dans l'année qui vient, inévitablement, on aura 180 milliards d'euros de déficit supplémentaire, David. Et nous empruntons aujourd'hui sur les marchés plus cher que la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Donc il faut quand même se réveiller. Donc si la stabilité, ça consiste simplement à acheter le Parti socialiste et à acheter le Rassemblement national en leur proposant des impôts supplémentaires et le retrait de la réforme des retraites, non, je préfère la censure, renverser la table et revenir au peuple. Luc, vous êtes philosophe. Dans les Échos Week-end, dans le magazine des Échos ce week-end, il y avait un grand papier qui expliquait que le stoïcisme devenait une philosophie à la mode. Alors j'aime bien le mot philosophie à la mode. Il y a des modes en philosophie. Alors on pouvait lire qu'on se remettait à lire Marc Aurèle. Oui. On lit ceux qui ont écrit sur Marc Aurèle et ses fameuses maximes et sur le stoïcisme. Il y a même un compte TikTok sur les réseaux sociaux qui parle de stoïcisme. Alors on va y aller de façon pédagogique. D'abord, rappelez-nous ce que c'est le stoïcisme, parce qu'il y a parfois des contresens là-dessus, puis ensuite vous nous ferez peut-être une critique, mais peut-être aussi nous dire pourquoi ça peut plaire aujourd'hui, le stoïcisme. C'est la sagesse du oui. Voilà, oui à tout, oui au destin. Je vais vous lire un petit texte de Plutarque, parce qu'il est parfaitement significatif de ce que c'est que le stoïcisme. C'est le spinozisme avant la lettre. D'ailleurs, dans la psychologie positive aujourd'hui, dans les théories du développement personnel, on se réfère à la fois à Spinoza et aux stoïciens, c'est-à-dire la sagesse du oui, ce que Nietzsche appellera amor fati, dire oui au destin. Et je vous lis un petit texte de Plutarque que je trouve parfaitement représentatif de ce qu'est le stoïcisme. Plutarque était stoïcien. Écoutez bien ça, parce que ça vaut vraiment d'être écouté. Et ça dit tout sur le stoïcisme. L'homme qui a dit « Je t'ai prévenu, ô destin, je suis à l'abri de toutes tes incursions ». On objectera qu'il est préférable de reposer sur un lit de rose, selon l'expression de Sénèque, plutôt que d'être allongé tout nu sur un chevalet de torture. Eh bien justement, non. Si l'on est vertueux, en supportant le chevalet, et si la constance dans l'épreuve est supérieure à la frivolité dans les plaisirs, la torture sera pour nous un bien. Il faut accepter la torture, il faut accepter le destin plutôt que le lit de rose. C'est des masos, ces gens-là. Écoutez, c'est surtout d'une telle bêtise. Alors, je vous lis un autre texte. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, quand même? D'une telle bêtise, c'est un peu... Accepter le destin, dire oui au destin. Il faut accepter ce qui vient. Voilà. Alors, je vous lis un texte de mon ami Frédéric Lenoir, parce qu'on peut être amis et avoir des grands désaccords. Moi, nous avons écrit ensemble avec André Comte-Sponville un livre, La sagesse des modernes. André, à l'époque, était encore stoïcien et spinoziste. Moi, pas du tout. Et donc, ça n'empêche pas l'amitié. Écoutez ce texte de Frédéric Lenoir, qui est parfait. C'est absolument stoïcien et spinoziste. À la manière des anciens, Nietzsche prône le consentement joyeux à tout ce qui est sans exception. Et quoi, ça veut dire le nazisme aussi? Vous voyez, la torture aussi. Bon, donc à la manière des anciens, Nietzsche prône et là, Nietzsche dit Spinoza est mon frère. Voilà, là, il est spinoziste et stoïcien. Un consentement joyeux à tout ce qui est sans exception. Il nous invite à dire oui, ja sagen, à aimer le destin, amor fati. Amor fati, ça veut dire aimer le destin. Qui veut dire, grosso modo, je me fais virer ce matin, je pratique le consentement joyeux. Zen, voilà. On enlève des otages, enfin, on fait des otages et on les assassine. Consentement joyeux. Consentement joyeux. On tue ta fille, consentement joyeux. Voilà. Écoutez la suite, écoutez. Dire oui à la vie doit se comprendre de manière globale. C'est aimer la vie avec toutes ses couleurs, toutes ses tonalités, tous ses contrastes. Si on est fermement ancré dans ce regard, alors, lorsque survient une terrible épreuve comme la torture, on la considérera autrement. Il ne s'agira pas de l'aimer, de se réjouir de cette douleur, mais de la considérer comme faisant partie d'un ensemble. Nous disons oui à l'ensemble, à l'entièreté de notre vie, et donc aussi à ce supplice. C'est impraticable. Mais c'est surtout une morale de collabo et d'esclave. C'est horrible. Et donc c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure Trump en disant là pour le coup il est gaullien parce que
je vous cite un mot du général de Gaulle. Le dernier, pendant la collaboration, il est parti à Londres. Écoutez, général. L'homme qui a dit non. L'homme qui a dit non. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, crie le général de Gaulle. Sagesse du non contre la sagesse du oui. Ça, c'est un vrai débat philosophique, David. C'est un débat de fond. Je déteste le stoïcisme et le spinozisme plus que tout au monde. On l'aura bien compris, mon cher Luc. Vendredi. C'est un vrai débat, hein. Bah oui. Vendredi disparaissait l'auteur, compositeur, interprète John Lodge. Son nom vous dit peut-être rien, mais cet auteur-compositeur... David Lodge. Il a été le leader des Maudits Blues. Et ça va vous rappeler des surprises parties, mon cher Luc. Il a été le créateur d'un slow qui a traversé les époques. C'est d'ailleurs le premier titre rock qu'a enregistré le London Philharmonic Orchestra. Pour en savoir plus, vous allez sur le site de Radio Classique. Article de Philippe Gau. En attendant, on écoute l'original Night in White Satin.